vais vous parler en ce mardi 28 novembre 2016, je vais vous parler de la mixité. Thème d'ailleurs qu'aborde beaucoup Henri Bergson. Parce que je travaille sur Bergson, qui est d'origine juive. Et la mixité, comme l'a compris Bergson, tel que moi j'ai compris que Bergson avait compris, mais je suis très modeste concernant Bergson, puisque je ne suis qu'au début de ma recherche sur Bergson, ce qui ne veut pas dire que mes travaux ne sont pas dans le même sens que Bergson, mais ils ne sont pas forcément, en général, influencés par Bergson, mais simplement, ils recoupent, ils retrouvent. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, la mixité, c'est l'opposé de la pureté, également thème majeur chez Bergson. Si on ne travaille pas sur des choses pures, on ne peut pas travailler. C'est ce que la médecine avait compris quand elle a compris qu'il fallait aseptiser, il fallait tout aseptiser, sinon on risquait d'avoir des inflammations, des infections au niveau chirurgical, par exemple. Il fallait se laver les mains, ce qu'on ne faisait pas avant, il fallait purifier le lieu. Même si la notion de pureté, évidemment, a pris des aspects un petit peu inquiétants, puisque les nazis parlaient d'une Allemagne Judenrein, c'est-à-dire lavée de ses juifs, et les Espagnols parlaient de la limpieza del sangre, c'est-à-dire le nettoyage, la propreté du sang. Ça veut dire qu'il y avait des sangs impurs. Et on retrouve d'ailleurs cette notion de sang impur dans la Marseillaise, l'hymne français, qui date de la Révolution française. Qu'un sang qu'impur abreuve nos sillons. Voilà. Et je voudrais parler de la mixité et de. Il faut faire très attention à la mixité. Il y a des moments, quand on se situe dans une période d'un problématique cyclique, des moments où la mixité est une sorte de surmoi. On a comme une obligation d'aller vers l'autre, d'entrer dans le territoire de l'autre, en quelque sorte. De mélanger les valeurs, de mélanger les codes. Et d'autres moments où, chassé naturel, il revient au galop, on revient à la conscience et à l'affirmation de ces différences. Et on sait qu'il ne faut pas se mélanger, il ne faut pas tout mixer. C'est vrai aussi pour la nourriture, une nourriture où on mélange tout, une salade comme ça, c'est très suspect quelque part. On parle beaucoup actuellement de communautarisme, ceux qui sont surtout contre le communautarisme. Et à mon avis, le paradoxe du communautarisme, parce que le mot finalement ne veut pas dire grand-chose, c'est pas du tout de mettre en commun toutes choses, c'est au contraire de distinguer les choses. Donc le communautarisme, c'est pas du tout le communisme, en l'occurrence. Donc là, il y a un problème de morphosémantique qui est assez étrange. Le communautarisme, c'est la conscience et le respect de la différence. Et ce qui est commun, c'est commun à un groupe donné. C'est pas commun à l'ensemble d'une population, ou du monde encore moins. Je suis bien placé pour savoir que les réunions, par exemple, qui sont organisées, dans des cadres divers, colloques, café philo, rencontres, réunions, etc., quand elles sont marquées par une certaine mixité, ce qui est souvent le cas, pas toujours d'ailleurs, car il y a évidemment des réunions où on voit une très grande majorité masculine ou une très grande majorité féminine, et ça n'est pas par hasard. Donc, les réunions, je crois qu'il vaut mieux, de manière générale, qu'elles ne soient pas mixtes. La mixité crée un brouillage des valeurs, un brouillage des repères.
Et finalement, c'est très embêtant parce que on a l'impression que les gens ne s'entendent pas. Alors on va dire, ben, les gens ne s'entendent pas. Mais non, c'est pas qu'ils ne s'entendent pas, individuellement. C'est qu'à partir du moment où vous avez des gens qui appartiennent à plusieurs collectivités, à plusieurs communautés, eh bien là, effectivement, les valeurs de ces différentes communautés vont se confronter. En revanche, au sein d'une seule et même communauté, il y a un consensus qui se fait et qui se forme et qui se forge assez vite, assez facilement, assez rapidement. Donc la mixité, elle nous fait désespérer quelque part de l'intelligence humaine. Vous voyez bien, ils ne savent pas s'entendre, ils n'arrivent pas. Mais il ne s'agit pas de s'entendre entre gens qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas les mêmes repères, qui n'ont pas les mêmes perceptions. Il s'agit de s'entendre entre des gens qui ont des points communs, qui se ressemblent et qui s'assemblent. Je n'aime pas beaucoup les gens qui ne savent pas où ils en sont, à quel groupe ils appartiennent, et qui croient qu'ils sont des êtres individuels. Personne n'est individuel. Même les malades ne sont pas individuels. Il y a des hôpitaux qui traitent des... S'il était individuel, il n'y aurait pas de médicaments qui seraient fabriqués à grande échelle. Donc même la maladie n'est pas spécialement individuelle, même si elle est plus individualisante que la santé. Nous avons donc, si vous voulez, la nécessité parfois de rencontrer l'autre à un instant donné, à un instant T. Mais ces rencontres entre communautés différentes doivent être extrêmement restreintes, sinon dans le temps, du moins dans l'espace. C'est-à-dire que les sujets à aborder doivent être réduits à quelque chose de minimal. Car dès qu'on sort du minimal, et encore, je m'avance beaucoup en parlant de ça, parce que même le minimal peut faire l'objet de contestation. Par exemple, entre des aveugles et des voyants, déjà le minimal, on ne sait pas très bien où il est. Parce que les repères même sensoriels ne sont pas les mêmes, ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, il faut s'assurer, avant tout début de communication au sein d'un groupe, de l'homogénéité du groupe. Et s'il n'y a pas d'homogénéité, il faut créer des sous-groupes. Par exemple, dans des associations, sur certains points, il est préférable que certains sujets soient traités, soient réservés aux hommes et d'autres sujets réservés aux femmes. Ou inversement, peu importe. Mais il ne faut pas que le même sujet soit abordé par des commissions mixtes. Car ça ne crée que de la confusion et ça crée l'impression qu'on n'avance pas. On ne peut pas s'entendre, ou alors on va s'entendre sur des explications qui n'ont qu'une valeur, qui n'ont aucun fondement. Je pense qu'à l'avenir, on fera beaucoup plus attention à cette homogénéité d'un groupe qu'on ne fait aujourd'hui. Il est préférable de préserver cette homogénéité et ne pas affirmer une unité factice. Parce que ça, c'est encore pire. Ou surmoi unitaire. Nous sommes tous pareils. Alors on désigne quelqu'un d'étranger, donc cela on n'en veut pas, et on ne veut pas reconnaître qu'à l'intérieur même du groupe en question concerné, auquel on appartient, il y a déjà une certaine diversité qui fait problème. Et qu'il faut savoir gérer. Diversité du sexe, très important, diversité de l'âge. Ça ne veut pas dire qu'un groupe doit être uniforme dans sa composition, parce que de toute façon, il y a toujours de la diversité. Même un groupe le plus homogène possible comporte une certaine diversité. Mais cette diversité n'est pas du même ordre que la diversité qui distingue des groupes différents. On peut par exemple avoir une promiscuité au sein d'un même groupe entre personnes plus âgées, plus jeunes, entre hommes et femmes. Parce que, quelque part, ils vont partager les mêmes codes culturellement. Même si au niveau physiologique, au niveau subconscient, ils fonctionnent différemment, ils pensent différemment, mais il y a au moins un ciment culturel, des codes qui sont automatisés aussi, eux aussi, parce que tout est dans les automatismes.
faut bien comprendre que toutes nos communications passent essentiellement par des automatismes. Des automatismes physiologiques, mais aussi des automatismes mentaux, des automatismes langagiers, linguistiques, sémantiques, qu'on ne va pas renégocier en permanence. Et alors, justement, à ce propos de la renégociation, cette renégociation, cette émancipation des automatismes, elle est réservée à une élite. Ou plus exactement, fait partie de l'élite ceux qui arrivent à se distancier de ces automatismes. De langage, qui arrivent à repenser les choses et non pas penser les choses de manière automatique. La désautomatisation est la condition nécessaire et sine qua non de l'appartenance à l'élite. Et un café philo, justement, devrait être le lieu de cette désautomatisation. C'est-à-dire, arriver à penser librement. Librement, ça veut dire ne pas être prisonnier des mots, de la charge des mots. Pouvoir redéfinir ensemble comment on va comprendre tel et tel mot, quelle acception on va lui donner dans un certain contexte. Et d'ailleurs, c'est le grand apport, quelque part, de la classe. On dit souvent que les mathématiques sont formatrices, mais la philosophie aussi. La philosophie en terminale, en France, permettait justement de se libérer du joug des mots, de les repenser, de les reformuler, d'avoir un doute cartésien sur le sens des mots, sur la signification des mots, et la possibilité de les repenser, de les reformuler, de les redéfinir. Et là, en l'occurrence, nous avons à nouveau une dualité fondamentale au sein d'un groupe entre le peuple, la population de base qui est marquée par des automatismes, et l'élite qui est libérée des automatismes, et qui, parce qu'elle est libérée des automatismes, elle arrive à communiquer. Si je suis en face de quelqu'un qui n'a pas d'automatisme, je peux communiquer avec lui, parce que je peux m'entendre avec lui, je peux fixer les choses avec lui. Mais si je parle à quelqu'un qui a des automatismes, je vais être obligé de rentrer dans son discours à lui, puisque lui ne peut pas entrer dans mon discours. Puisque lui est prisonnier de ses automatismes et pas moi. Donc je vais être obligé de rentrer dans son mode de fonctionnement. C'est comme par exemple dans un orchestre, il y a des instruments qui peuvent s'accorder, des instruments qui ne s'accordent pas, ou qui ne peuvent pas s'accorder immédiatement. On peut accorder un piano, mais pendant le concert, on ne va pas l'accorder. Encore que. Et on peut accorder le violon ou le violoncelle, mais il y a certains instruments, certains bois, ou certains cuivres, qu'on ne peut pas accorder, et c'est donc les autres instruments qui doivent s'accorder à cet instrument qui ne s'accorde pas. Donc là, il y a un paradoxe intéressant, c'est que c'est la personne qui est la moins souple, la moins mobile dans son mode de fonctionnement, qui va imposer quelque part sa loi à ceux qui sont les plus souples. C'est comme un comble, ça. Et on arrive souvent à cette situation que ce sont les gens de l'élite, quand ils sont obligés de cohabiter avec des gens de la base, et du peuple, qui sont obligés, finalement, de respecter les codes de cette base. C'est un peu normal par certains côtés, mais ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt de voir un mode de pensée automatique imposer sa loi à des gens qui se sont libérés de ces automatismes.